parfait. Donc, on se lance. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on va parler, dans le fond, pour comment favoriser la collaboration aux soins avec les personnes vivant avec un trouble de la personnalité, sous l'angle, en fait, du concept de confiance épistémique, là, qui devrait nous guider. Enfin, je l'espère, là, que suite à à ma présentation, ça va vous guider un peu plus. Un peu étrange, j'ai choisi d'utiliser ma présentation pour mettre en image certains concepts. Donc, je vais me présenter beaucoup plus longtemps que ce que je devrais ou ce que je pourrais aimer le faire, mais pour illustrer les concepts, ce que je vais vous demander, en fait, là, on ne pourra pas interagir, moi puis vous, malheureusement, mais d'essayer juste de vous sonder pendant que je me présente. Est-ce que je vous inspire confiance, en fait? Puis quel élément vous aide à me faire confiance ou vous aide pas à me faire confiance? Puis est-ce que vous avez l'impression, mais ça va être un petit peu plus tard dans la présentation, mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pertinent, puis ça peut vous aider dans votre pratique. Donc, on se met un peu en scène avec ça, puis ensuite, inquiétez-vous pas, on va parler en détail un peu c'est quoi ces concepts-là. Donc, en gros, ce que je pourrais vous dire sur moi, ou si vous étiez un patient qui viendrait me rencontrer, j'ai fait une partie de ma formation à l'Université Laval, un peu aussi à l'Université de Sherbrooke. Ça fait environ une dizaine d'années là, que je suis clinicienne en lien avec les gens qui vivent avec un trouble de la personnalité. Je suis dans l'approche MBT, j'ai travaillé au Faubourg, là, je travaille en première ligne. Donc, peut-être que pour vous, là, cette présentation-là vous aide à me faire confiance. Peut-être que pour certains, au contraire, non, ça ne marche pas. Donc, si jamais il y a quelque chose d'apparent de moi, je suis caucasienne, je suis de la génération du millénaire, je m'habille en Simons. Bref, je m'amuse un peu pour vous présenter les thèmes. Donc, si vous arrivez dans mon bureau, vous êtes un patient, il y a des plantes, des livres, un sac de sport. Fait que c'est tous des éléments, en fait. Quand on rencontre une personne pour la première fois, est-ce que je fais confiance à cette personne-là? Est-ce que je vais me fier à cette personne-là pour me donner de l'information qui est pertinente pour moi? Là, vous voyez, j'ai utilisé ma présentation pour rire un peu par rapport aux similitudes, mais ça, c'est quand même des facteurs comme humains qu'on va implicitement se fier aux gens qui nous ressemblent. Donc, mes gens dans mon équipe, on a fait toutes des études universitaires, pour nous, ça peut être un critère. Pour un client qui vient d'un autre domaine, peut-être moins, au contraire, c'est peut-être, on a peut-être même tendance à être plus méfiant. Puis, on va aussi avoir, est-ce que la personne est crédible? Puis aussi, est-ce que ce qu'elle veut me dire, c'est pertinent pour moi? Donc, après ça, les leviers d'intervention qu'on va parler plus tard, on va essayer de jouer là-dessus. Fait que même si je ne suis pas pareil comme mon client, même si je n'ai pas les similitudes pour m'aider, qu'est-ce qu'on fait comme clinicien pour augmenter la confiance épistémique? Et ce qu'on veut, effectivement, ben, c'est de transférer l'information de manière efficace. Donc, les objectifs un petit peu plus terre à terre là, de la présentation. Donc, je vais viser à ce que vous puissiez comprendre c'est quoi la confiance épistémique, reconnaître comment elle est compromise chez les personnes qui vivent avec un trouble de la personnalité, puis surtout qu'on puisse identifier quelques leviers pour vous aider, là, pour restaurer la confiance épistémique ou à la limite même la démarrer en intervention. OK. Donc, c'est quoi finalement? C'est un mot un peu à 200 $ que je vous dis depuis le début. La confiance systémique, dans le fond, c'est une tendance innée chez l'enfant pour lui permettre, en fait, d'apprendre, en fait, de sa figure de soins on se base un peu sur le fait que notre figure de soins est plus savante que nous sur le monde, idéalement. Donc, puis il y a deux chemins qui sont possibles à nos apprentissages sociaux. Puis ce qui est important aussi, les apprentissages sociaux, c'est quelque chose d'assez, des fois, transparent. Hein? Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui va se transmettre. Donc, c'est un mécanisme qui est super important pour l'humain. Donc, on peut soit l'expérimenter par nous-mêmes, mais ce qui demande énormément de temps, d'énergie, d'essais-erreurs, ou on peut se fier à quelqu'un qui va nous donner un peu ses conclusions sur le monde, puis un peu comment on peut se débrouiller. Donc, la confiance épistémique, c'est une attente inconsciente que l'information est pertinente pour nous, puis elle est vraiment typique de la communication humaine. C'est vraiment une force chez l'humain, puis c'est vraiment un mécanisme, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui nous permet d'apprendre rapidement, puis surtout qui aide à notre évolution. Fait que tantôt, quand on va réfléchir à si c'est de l'opposition, je vous donne déjà un petit indice, c'est un mécanisme évolutif qui est fait pour, comme par exemple, l'image un peu à la blague, si vous allez chasser des champignons, normalement, il faudrait se fier à quelqu'un qui, qui est quand même crédible et qui a l'expérience là-dessus. Donc, c'est vraiment important pour les humains. Des indices cliniques dans vos bureaux que peut-être il y a un problème au niveau de la confiance épistémique, des clients qui sont toujours dans le oui, mais,
Des clients qui peuvent vous dire, hey, je comprends vraiment bien ce que tu me dis, mais moi, ça ne s'applique pas dans ma vie. Plus frontalement, j'ai pas confiance. Vous vous foutez de moi, un client qui pense qu'on n'a pas d'intérêt envers eux ou vous ne me comprenez pas. Bien, ça, c'est les indices les plus, je vous dirais, flagrants là, d'un manque de confiance épistémique. Par contre, j'attire votre attention aussi sur les jaunes qui sont pas super mieux, mais qui, comme clinicien, des fois, on est plus à l'aise, là. Donc, un client qui achète trop vite, ce qu'on va lui dire, un client qui malheureusement peut être à risque de crédulité ou d'abus même dans son quotidien, ou un client qui nous dirait j'ai seulement confiance en vous, puis ça me va comme ça, c'est comme si on a une relation vraiment particulière. Ben, on a des petits indices que la confiance est systémique. Il faut peut-être y faire attention pour augmenter notre efficacité dans l'intervention. Je vous en parle rapidement, en fait, là, puis vous avez la diapo pour aller voir plus d'informations si ça vous intéresse. En fait, la confiance épistémique et l'attachement sont quand même en lien. En fait, ce qu'on s'est rendu compte quand on regardait avec des enfants qui avaient un attachement sécure, la confiance épistémique était plus souple, en fait. Là, il donnait une tâche aux enfants, il fallait deviner quel était l'animal, puis la mère disait une réponse, puis dans le fond, l'expérimentateur disait une autre réponse. Puis ceux qui avaient un attachement sécure, en fait, pouvaient autant donner raison à leur mère que des fois donner raison à l'expérimentateur selon l'information s'il était plus crédible de la mère ou de l'expérimentateur, alors que pour les autres types d'attachement, donc plus insécures, ben les gens pouvaient rester pris, soit donner que raison à la mère ou soit que donner raison à l'expérimentateur. Donc, on voyait qu'il y avait un manque de flexibilité. Ce qui nous arrive un peu à cette illustration-là là, qui a été faite par Clément en 2006 par rapport à la confiance épistémique, en fait, on peut la voir comme un continuum, donc qui va de la crédulité jusqu'à la grande méfiance. Puis, il n'y a pas de mauvaise réponse ou de mauvais endroit à être sur le continuum. C'est juste qu'on veut que la personne soit capable de bouger, de s'adapter selon les situations, puis que dans nos bureaux, ça pose problème, par exemple, quand quelqu'un est pris à un des continuums, puis que malgré le contexte, ben, ça ne bouge pas. Donc, c'est plus à ce moment-là on va trouver qu'il y a une difficulté, puis qu'on peut essayer d'intervenir là-dessus. Donc, pourquoi c'est pertinent avec le thème d'aujourd'hui, avec la clientèle là, que vous faites le panel là-dessus? Donc, ben, pour Fonagy puis Allison, un trouble de la personnalité peut être conceptualisé par un trouble de la communication. Fait que c'est vraiment un autre angle à prendre, que c'est pas quelque chose, mais c'est quelque chose vraiment qui fait qu'il y a la coopération avec les autres est plus possible, puis d'apprendre des autres, ce qui est, comme on a vu, quelque chose de quand même important pour notre survie. Fait que, tu sais, puis c'est vraiment la méfiance épistémique, c'est la capacité à apprendre puis construire que nouvelles informations peuvent être internalisées, peuvent être importantes pour nous, puis ont de la valeur. Fait que les personnes sont prises là-dedans, puis pouvoir se faire influencer de bonnes choses de l'extérieur. Donc, pour eux, c'est quand même une difficulté. Puis, j'introduis aussi pour vous l'idée que ben, finalement, on n'est peut-être pas des professionnels des faits ou des choses vraiment particulières qu'on a données, qu'on pourrait donner dans un livre, par exemple, avec nos clients, mais peut-être plus justement comment on rétablit ce passage-là d'apprentissage, puis finalement la confiance épistémique pour que le client puisse apprendre dans notre bureau, oui, mais certainement plus aussi dans sa vie. Fait que c'est ce qu'on veut. Donc, c'est un petit peu les images pour vous faire voir qu'effectivement, mais des fois, on va qualifier, dans le fond, la méfiance c'est de l'opposition, c'est la mauvaise collaboration. Oui et non, parce qu'avec ce qu'on vient de voir, effectivement, ben, ça a été super utile dans certains milieux plus arides. Puis, il a fallu aussi arrêter le canal de communication. Fait que les gens, en fait, ce qu'il y avait à faire pour survivre. Puis, comme un peu l'image de la plante, là, qui a un globe au-dessus, ben, dans certains environnements super arides, ben, c'est une bonne idée d'être méfiant. C'est une bonne idée de prendre une petite distance, puis de ne pas se laisser trop influencer parce que si l'information que j'internalise n'est pas bonne pour moi, ben après ça, c'est à l'intérieur que c'est menacé. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, maintenant, ben, c'est quoi comment on peut adapter nos interventions? C'est quoi comme je vous ai dit, il n'y a pas juste les similitudes qui fait de la confiance une chance, parce que sinon, on ne pourrait pas aider grand monde. Donc, il y a 3 leviers d'intervention pour Bateman et Fonagy. La qualité de la relation, que le client se sente vu par son intervenant, mais je vous ai mis une photo, vue de l'intérieur. Et aussi les indices de communication ostensive qui peuvent aussi aider la confiance épistémique. Donc, premièrement, en fait, là, dans une relation de qualité, c'est un processus qui va naturellement émerger quand l'enfant ou la personne est dans une relation qu'on appelle d'attachement suffisamment bonne. Bon, ce qu'on veut pour nos clients, c'est que ça se soit passé à l'enfance, mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement.
Mais ce qu'on veut quand même, là, qui se passe dans cette relation-là, c'est que la personne de confiance reflète adéquatement nos expériences subjectives. Fait que si on réfléchit à, par exemple, un enfant avec son parent, ben l'enfant va avoir une émotion intense, puis le parent va répondre de façon contingente, c'est-à-dire que va répondre dans la même lignée de l'émotion. Hein. Si un enfant pleure, le parent va pas rire ou va pas être neutre, par exemple. Puis l'expression affective, elle est marquée, c'est-à-dire que le parent ne vit pas comme si lui-même vivait son émotion, mais plutôt en miroir, euh, pour que, dans le fond, l'enfant puisse commencer à réaliser que c'est son émotion qui est le miroir, puis commencer à avoir des expériences subjectives internalisées, puis des petits pas vers la mentalisation. Fait que c'est ça qu'on veut dire quand on parle de relations suffisamment bonnes. Euh, donc, dans le fond, pour ces auteurs-là, le changement en thérapie, ben, c'est une remise en question du modèle opérant. Puis ça, si vous voulez vous intéresser un peu plus à ça, c'est Bowlby qui a parlé de ça dans ses écrits. Mais en gros, finalement, là, c'est que nos représentations mentales de nous puis des autres, on a toujours l'impression que ça va se repasser dans nos relations en se basant sur notre passé. Donc, on veut un peu, en relation d'aide, ben, briser cette chose-là. Donc, si la personne, notre client, a souvent l'impression qu'il est mal compris, ben, d'essayer finalement de le voir de l'intérieur, ça peut aider. Comme deuxième levier par rapport à ça, donc, comme je vous ai vu la petite image avec les lunettes, donc le sentiment d'être vu comme un esprit, donc le sentiment d'être réellement compris avant d'être aidé, ce qui est vraiment intéressant pour nous. Ce qui va aider pour donner cette impression-là au client, c'est des validations authentiques. Mais c'est-à-dire, ça, c'est pas nécessairement de dire au client qu'il a raison, c'est plutôt je comprends comment ce qui s'est passé dans ta vie, puis comment tu réfléchis t'amène à te sentir de cette façon-là, hein, prendre le temps de décortiquer. Des reformulations qui montrent une compréhension interne et pas seulement factuelle, des postures de non-savoir pour les intervenants, puis des hypothèses ouvertes. Donc, on peut avoir nos propres conclusions sur la situation de la personne, mais en hypothèse. Et comme on parlait dans les bonnes relations, ben, un mirroring, donc une réaction aux émotions de manière contingente et marquée. En d'autres mots, Devaney va dire, ben, qu'est-ce que je dois dire ou faire pour que le client ou l'autre sente que j'ai compris son expérience. J'avais le goût de vous l'imager un peu, en fait, là, dans des échanges entre, j'imaginais une travailleuse sociale en CLSC, par exemple, qui a un client pour la première fois. Donc, par exemple, le client, j'étais vraiment stressée avant de venir, j'avais peur d'être jugée. Ah oui, c'est normal, tout le monde est stressé dans ces situations. Oui, peut-être, mais ici, il ne faut pas s'inquiéter, on est là pour vous aider. D'accord? Donc, dites-moi plutôt pourquoi vous êtes venu. Donc, est-ce que dans ce dialogue-là, là, je ne pourrais pas vous sonder, j'aurais aimé ça avoir votre avis, mais est-ce que ça représente un peu les leviers, donc de voir la personne de l'intérieur? En fait, pas vraiment. Pourquoi? Puis c'est pas que c'est pas bien intentionné. En fait, on voit que le professionnel essaie de vraiment de rassurer ou de mettre la personne à l'aise. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que dans le fond, il peut y avoir une banalisation de l'émotion quand on rassure trop rapidement. Pas de reflet de l'expérience subjective, donc on ne parle pas de ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Puis, sans le vouloir, ça coupe l'exploration du monde interne. Donc, un exemple qui pourrait être un peu plus basé sur les théories que je vous explique aujourd'hui. Par exemple, le client, j'étais vraiment stressée avant de venir, j'avais peur d'être jugée. Donc, si je comprends bien, il y avait quelque chose de très tendu pour vous avec l'idée que je pourrais vous juger, mais je peux me tromper. Non, c'est ça. En vous écoutant, je me demande si une partie de vous est encore sur ses gardes avec moi. Oui, un peu, d'accord. Il y a peut-être à la fois envie d'essayer, en même temps une prudence qui reste. Est-ce que ça vous ressemble? Donc, ce qui aide dans cet échange-là, ou ce qui représente mieux, en tout cas, la confiance épistémique, c'est la contingence. Donc, on reste proche de l'expérience. Donc, le thérapeute nomme le jugement, l'attention, la prudence, puis tu sais, il essaye un petit peu, effectivement, on peut avoir des hypothèses ouvertes, en mettre un peu plus pour aller un petit peu plus dans les émotions, puis enrichir. Surtout une posture de non-savoir, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, mais on vérifie. Focalise sur la relation. Donc, hey, comment ça va, nous deux, dans l'ici, maintenant, comment ça se passe? Et du marquage explicite. Donc, si je comprends bien, je peux me tromper. Donc, on n'a pas la même émotion que le client ou on n'est pas exactement à la même place et on a une différence entre les deux. Donc, on vérifie toujours notre impression, puis on redonne l'émotion. Donc, c'est une représentation et non pas une vérité imposée aussi. Donc, voilà. Donc, le troisième levier qu'on a parlé, c'est les indices de communication ostensive.
Je vous ai mis un tableau, en fait, de Debaney qui en dit quelques-unes qui sont vraiment pertinentes pour les interventions dans nos bureaux. Par contre, sachez que c'est dans la théorie de la pédagogie naturelle, là, il y en a plus des indices, mais il y en a qui sont un petit peu plus, même dans le monde animal, il y en a là, pour un peu ce que les parents sont habitués de faire pour que les nourrissons, on attire le regard, comme par exemple parler en bébé. Ça peut taper sur les nerfs des adultes, mais c'est très efficace. C'est comme si l'adulte dit à l'enfant, hey, regarde-moi, j'ai quelque chose d'important à dire, ou on fait quelque chose d'important. Étonnamment, il y a quelque chose d'équivalent dans nos bureaux là, en thérapie, dans le sens que dans les choses qui vont aider le sentiment de confiance, puis qui vont ouvrir un peu le canal épistémique, il a appelé la personne par son nom. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait remettre en question un peu ma tendance toujours à vous voyez. Parce qu'effectivement, si j'appelle quelqu'un par son nom de famille, puis c'est vraiment rare dans sa vie qu'il se fait appeler comme ça, puis je vais m'inclure là-dedans. Là. Moi, Madame Bourassa, c'est pas mal ma grand-mère. Donc, en tout cas, ça peut d'appeler par le nom que la personne utilise le plus, disons. Respecter le tour de parole, regarder dans les yeux, s'accorder au niveau de la tonalité affective, s'ajuster au niveau du ton de la voix, adopter une posture corporelle ouverte et le mirroring congruent, contingent et marqué qu'on a parlé. Qu'est-ce qui va diminuer la confiance? Ignorer l'identité de l'autre, interrompre, ne pas regarder dans les yeux ou imposer son regard aussi pour quelqu'un qui a un regard un peu plus fuyant. Imposer une tonalité affective, imposer la tonalité de sa voix, croiser les bras, se mettre en biais et des mirrorings non contingents ou un peu comme dans l'exemple qu'on a donné, là, le petit échange là, ça pourrait être un petit exemple qui n'aide pas nécessairement la confiance. Donc, pourquoi on s'y intéresse, pourquoi je vous en ai parlé aujourd'hui, puis je trouvais que j'étais vraiment contente que ce soit un thème qui était abordé. En fait, c'est essentiel pour que les patients puissent généraliser les apprentissages en psychothérapie à d'autres contextes, puis qui bénéficient d'une réorganisation durable de leur fonctionnement mental et relationnel. Donc, c'est vraiment la façon que nos clients, nos usagers peuvent apprendre de nous, puis on veut pas juste qu'ils apprennent de nous, en fait, on veut qu'ils recommencent à apprendre aussi dans leur vie quotidienne, puis pouvoir connecter à l'extérieur. Puis, je vous le reformule dans d'autres mots, mais en bref, là, pour Fonagui et Allison, ben, c'est pas effectivement les nouveaux outils ou les grandes vérités sur soi, les grandes choses qu'on va trouver de notre enfance qui aident le plus nécessairement, mais plutôt, dans le fond, l'occasion relationnelle qui permet de l'ouverture à l'apprentissage social à l'extérieur de la thérapie. Puis je dirais même, comme on a vu, la méfiance interpersonnelle, ce n'est pas un problème en tant que ça, c'est plus si elle est rigide puis qu'il n'y a pas possibilité de la rouvrir quand c'est le bon moment. Donc, un petit résumé des attitudes à éviter. Acheter trop vite comme clinicien, de pas acheter vite puis pas questionner, d'essayer de convaincre par moment le client, se défendre, se justifier face à la méfiance, puis rester uniquement sur le contenu. S'il y a de la méfiance, je vous dirais voir ça quasiment d'un bon œil. On est à la bonne place, puis c'est la bonne chose qu'on va pouvoir travailler ou en tout cas arriver à mieux comprendre ensemble. Les moments critiques, en fait, dans les suivis, qu'on devrait aussi avoir en tête comment aider une meilleure confiance épistémique, puis comment en prendre conscience, en fait, que ça peut jouer, puis ça peut couper un peu la relation. C'est sûr que c'est tous les moments, en fait, où les stratégies d'attachement s'imposent. Quand les clients nous rencontrent pour la première fois, quand il y a des moments de crise, en fait, ça va vraiment pas bien, puis sont un peu dans leur dernier retranchement ou qu'il y a des risques de rupture de service ou les stratégies d'attachement vont arriver, les fins de suivi. Donc, qui dit stratégie d'attachement, vous l'avez vu tantôt, ça va rigidifier aussi la confiance parce que la personne va être en protection, puis ça va être plus difficile. Donc, l'avoir en tête. Puis pour finir, un peu des pistes de réflexion. Je n'ai pas la vérité infuse, puis on pourrait plus en parler, puis voir d'autres pistes selon ce qu'on a parlé aujourd'hui pour les clients de façon là, chacun. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire en piste de solution de faire attention à la confiance épistémique? Bien, des fois, ça peut être d'offrir une rencontre supplémentaire pour, par exemple, parler d'une rupture ou d'un abandon de la thérapie, essayer qu'on comprenne ce qui s'est passé, proposer un transfert personnalisé. Des fois, oui, ça va vite. On a beaucoup de clients dans le réseau, mais essayez, vu que le canal est ouvert avec un clinicien, par exemple, ben, on peut-il réfléchir comment on peut le réouvrir avec l'autre ou comment ça va se passer? À la limite, c'est pas possible de parler au moins du transfert. Ajuster notre communication selon notre mode d'intervention. Je pensais aux gens qui étaient au téléphone, entre autres. Là, ça peut être un bon défi avec les indices de communication, mais peut-être qu'on peut un peu plus refléter ou être plus dans le questionnement.
Et peut-être comme clinicien, de garder en tête que la méfiance, c'est pas normal, puis de valider, en fait, c'est pas endosser. Donc, d'aller avec les clients dans l'expérience va vraiment aider à ouvrir, puis de valider ce qu'on peut, c'est-à-dire, ah, je comprends que dans ce contexte-là, avec qui vous êtes, je comprends que vous êtes méfiant à mon égard, et non pas, hey, soyez pas méfiants, je suis psychologue, je suis TS, tu sais, ça devrait être correct, puis faites-moi confiance. Ben, c'est pas tant ça qui va aider, puis essayer de valider, en fait, pourquoi il y a bien raison, selon qui il est, d'avoir une méfiance. Donc, voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Très intéressant comme concept.